Bonjour et bienvenue dans Hors Normes, votre émission qui s'intéresse aux individus qui fascinent, étonnent, mais parfois aussi inquiètent. Le thème de ce premier numéro de Hors Normes portera sur les surdoués ordinaires. Comment accompagner un jeune intellectuellement précoce? Sont-ils tous en échec scolaire? Comment évoluent-ils dans un milieu professionnel? Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 invités de marque, à commencer par Nicolas Gauvry. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes maître de conférences, psychologue et mathématicien, membre du laboratoire universitaire Cognition humaine et artificielle, mais vous êtes aussi auteur d'un livre, Les surdoués ordinaires. Gabriel Val, vous êtes psychiatre, auteur de Que sais-je, les adultes surdoués et les enfants intellectuellement précoces. 3 ouvrages, on y reviendra dessus dans la suite de l'émission. Simone Huon, consultante pour personnes à haut potentiel intellectuel, qu'on appelle aussi HPI, et enseignante référente dans l'éducation nationale. Bonjour. Et Carlos Tinoco. Alors Carlos, vous êtes agrégé de philosophie, enseignant et psychanalyste. Vous êtes l'auteur de Intelligents, trop intelligents, les surdoués, entre guillemets, de l'autre côté du miroir, ainsi que les surdoués, toujours entre guillemets, et les autres, pensez l'écart. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour répondre aux questions que tout le monde se pose. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag hors normes. On les qualifie de surdoués ou simplement doués, haut potentiel intellectuel, zèbre, suréfficient mental. Mais alors, qu'est-ce qu'un surdoué? L'image que l'on se fait d'un jeune à haut potentiel est-elle bourrée de clichés? Eh bien, nous sommes allés à votre rencontre et à celle de Franck Ramu, chercheur en sciences cognitives. Quoi un surdoué? Un surdoué, pour moi, c'est un enfant qui a des facultés supérieures par rapport à d'autres. Qui connaît tout. Il y a des capacités d'apprentissage de connaissances très élevées. Pour moi, en avance en fait. Qui a beaucoup de facilité. Et qui du coup réussit dans tout ce qu'il fait, même s'il ne donne pas forcément d'efforts. Tantôt surhomme, tantôt monstre, la figure du surdoué ne laisse pas indifférent. Qui se cache derrière le fantasme? Par convention, on dit qu'une personne est surdouée si son intelligence générale est très supérieure à la moyenne. Ça suppose déjà qu'on sache mesurer l'intelligence générale, et on sait la mesurer à l'aide de batteries de tests, et on sait la quantifier à l'aide d'un score qui s'appelle le quotient intellectuel. La répartition du QI dans la population standard suit une courbe en cloche, appelée gaussienne, dont la moyenne est à 100 et la largeur, l'écart type, est de 15. Statistiquement, environ 70% des gens ont un QI entre 85 et 115, et 95% entre 70 et 130. Une valeur de QI inférieure à 70 caractérise une déficience intellectuelle. Au-delà de 130, soit environ 2,3% de la population, on parle de haut QI. Et au-delà de 145, environ 1 pour 1000, on parle de très haut QI. Un test d'intelligence générale, ça se fait à l'aide d'une batterie de tests de QI, qui sont des outils spécialisés, qui sont réservés aux psychologues, et ça prend à peu près 2 heures à faire passer. Ça coûte assez cher, donc évidemment, et donc évidemment, ça n'a rien à voir avec les tests qu'on peut trouver sur Internet. En faisant passer un test de QI à des gens pris complètement au hasard, on a 95% de chances que le résultat se situe entre 70 et 130. Pour avoir un échantillon significatif de personnes ayant un QI au-delà de 130, il faudra donc faire passer un test, long et coûteux, à plusieurs centaines de personnes au moins. En pratique, on procède souvent autrement, en choisissant a priori des personnes susceptibles d'avoir un haut QI, et donc en introduisant un biais dû à ce choix. Par exemple, si on décide de regarder uniquement les meilleurs élèves, alors aucun surdoué ne sera en échec scolaire. Alors, les personnes surdouées, est-ce qu'elles ont des caractéristiques cognitives particulières? Pour l'essentiel, en fait, elles sont aussi diverses que le reste de la population. Donc, on observe toutes les personnalités, tous les types de personnes parmi les surdoués. Évidemment, elles se caractérisent en un point particulier, qui est qu'elles ont une intelligence générale supérieure. Ce qui va se traduire par le fait qu'elles ont tendance à raisonner un peu plus rapidement que les autres. Elles ont tendance à avoir une capacité de choses qu'elles peuvent mettre en mémoire qui est plus grande que les autres. Elles sont aussi capables de faire des connexions et des liens entre les idées un petit peu plus que les autres. Mais voilà, à part les fonctions cognitives qui participent à leur intelligence, sur le reste, elles ne diffèrent pas fondamentalement de la population générale.
Ça peut être des profils d'élèves qui s'ennuient à l'école parce qu'ils ne sont pas stimulés suffisamment ou pas sur ce qui les intéresse. Comme vraiment un système scolaire qui n'est pas adapté en fait à eux. Ça doit être un peu difficile pour lui, non? Nous avons utilisé des données collectées par le ministère de l'Éducation nationale qui a suivi près de 35 000 élèves de collège, de la 6e jusqu'au bac. Donc pour l'instant, nous avons les données jusqu'à la première. Et donc ces élèves ont été testés en 6e, en 3e. On a également leurs résultats au brevet et leur orientation en première, en seconde et en première. Dans notre échantillon, on observe que les surdoués ont en moyenne 2,6 points de plus à la note finale du brevet, c'est-à-dire après amélioration. Et ils sont que 1,7% à avoir moins de 10 qu'on pourrait qualifier d'échec scolaire. Ça diffère donc énormément de ce qu'on peut voir dans les médias, où on lit qu'entre 30 et 70% des surdoués sont en échec scolaire. Le vrai problème d'être surdoué ou pas, c'est trouver la bonne place à la bonne personne, et malheureusement ça n'arrive pas, et je pense qu'il y a beaucoup de surdoués qui pâtissent de ça typiquement parce qu'on n'arrive pas à trouver une organisation, des tâches qui leur correspondent réellement. Et ça peut être un poids plus qu'une bénédiction. Derrière le côté je suis plus intelligent que les autres. Être surdoué, c'est un poids plus qu'une bénédiction. Alors, on y reviendra dans quelques instants. Simone Huon, votre site web de consultante pour personnes à haut potentiel intellectuel s'appelle Mon zèbre et moi. Pourquoi choisir ce terme zèbre ? Alors, tout dépend de mes objectifs. Mes objectifs étaient de pouvoir accompagner au mieux chaque personne sur son propre chemin de la douance. Le terme zèbre est un terme qui permet aux personnes qui ont besoin d'être accompagnées de ne pas être confrontées à certaines images qui seraient compliquées pour elles. C'est la fameuse image de Jeanne Fachin qui est que le zèbre, on ne sait pas s'il est blanc avec des rayures noires, noir avec des rayures blanches, et que finalement ils sont tous uniques. Très bien. Alors, Carlos, vous, à contrario, dans votre livre, vous parlez de surdoué et de surdouement, mais à chaque fois avec des guillemets. Est-ce que ces termes vous posent problème, clairement ? Ils sont tous plus désastreux les uns que les autres, donc on a pris le pire, on l'a affublé de guillemets. D'accord. Désastreux pour les connotations qu'ils impliquent, mais surtout pour aussi la faiblesse théorique qu'il y a derrière. D'accord. Et comment est-ce qu'on devrait les appeler dans ce cas, les élèves ? On n'a pas trouvé. On cherche encore. On cherche encore. Donc, mais pour l'instant, pour vous, il n'y a aucun terme que ce soit zèbre. On a des centaines de pages sur l'essai de compréhension en étant très modeste, parce que de toute façon, le psychisme, c'est une structure tellement complexe qu'on ne prétend pas avoir le sésame. Mais on a quand même des pistes sur ce que c'est que l'intelligence, mise à part, disons, les performances, parce que la question qu'il y a derrière, et c'est qu'est-ce qui fait qu'un individu va mobiliser ses ressources cérébrales d'une certaine manière dès l'enfance. Ça, c'est une question ouverte, sur laquelle on a des propositions de réponse, mais qu'on n'a pas réussi à résumer en un terme. D'accord. Et justement, Nicolas Gabriel, est-ce que vous, il y a un terme que vous acceptez plus que d'autres, justement, pour parler d'un surdoué, d'un zèbre, d'un suréfficient mental, de quelqu'un au potentiel intellectuel? Quel terme irait le mieux à ces personnes? Pour ce qui me concerne, je pense qu'intellectuellement précoce, ça me paraît être probablement le terme le plus adéquat. Au potentiel également, ce sont des termes qui évitent, avec le surdon, de créer presque une dimension pathologique, parce que quand vous êtes surdoué, vous êtes trop doué. Et zèbre, ça ne m'emballe pas beaucoup, pas pour la raison que vous avez indiquée, mais pour une autre raison, c'est que cela crée une sorte d'euphémisme qui permet de dire qu'on est surdoué sans le dire. C'est-à-dire que souvent sur Internet, on dit « je suis zèbre », mais c'est parce qu'on n'oserait pas dire « je suis précoce », etc. Donc il y a une espèce de petit embarras derrière ce terme. Sinon, évidemment, le zèbre étant un animal charmant, il n'y a pas de raison de considérer que la comparaison avec cet animal est dévalorisante. Et pourquoi est-ce qu'on a peur alors de ce terme surdoué? Pourquoi est-ce qu'on a peur de le dire? Par exemple, les pays anglo-saxons disent « gifted ». Ils ne disent pas l'équivalent de surdoué. Et donc, gifted, donc si on... ça veut dire doué. Ça veut dire doué, tout simplement. Le sur donne une note un peu négative, un peu presque médicale. D'accord. Donc c'est le seul encombrement que j'ai pour ma part avec le mot surdoué. D'accord. Et donc vous, s'il y avait vraiment un mot, donc c'est précoce, c'est ça? Précoce pour les enfants, surdoué pour les adultes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et puis si on est un spécialiste de la question, éventuellement on peut s'offrir du haut potentiel. D'accord, très bien. Précoce alors, ça peut passer non plus, non, du tout? La première fois que j'ai fait une conférence sur le sujet, j'ai été présenté comme un adulte précoce. C'était un peu étrange. J'ai répondu que si j'avais gardé mes 2 ans d'avance que l'école m'avait conféré, ça me donnait 2 ans de plus d'âge mental, mais enfin c'était grotesque. Donc il y a
Voilà. C'est le problème du mot précoce. Disons que si c'était une affaire de précocité, les différences s'estomperaient avec le temps. D'accord. Or, c'est pas le cas. Dans les années 70, c'était le terme surdoué. Hein. L'étiquette qui m'a été collée dessus quand j'étais gamin, c'était surdoué. On a hésité dans un travail qu'on a fait justement avec Franck Ramu, là qu'on vient de voir. Oui. Et finalement, on a choisi quelque chose de beaucoup plus neutre que ce qu'on utilise habituellement. Et on a dit OQI, HQI. Comme ça, c'est purement descriptif. OQI. Voilà. Et ça dit exactement ce qu'on prend comme définition, parce que même haut potentiel, qui est pas mal, on peut toujours discuter sur le genre de potentiel, par exemple, qu'on considère. Il y a des gens qui veulent étudier le haut potentiel créatif, artistique, sportif, qui n'est pas du tout pris en compte. Et donc vous, ce serait on s'est dit, haut potentiel, on s'est dit, comme nous on prend des gens qui ont un QI supérieur à 130, la vraie définition c'est juste un haut QI. Voilà. D'accord. Quand les tests de QI, à qui est-ce qu'on va les faire passer? Est-ce qu'on va les faire passer à des personnes où on estime déjà qu'ils soient peut-être surdoués, ou est-ce qu'on va le faire passer à des personnes lambda aussi? Parfois, on les fait passer simplement parce qu'on est confronté à un problème très simple. Par exemple, vous avez un enfant qui est en difficulté scolaire, ou en difficulté comportementale, ou en difficulté affective, et on s'interroge sur son QI. Ouais. Voilà. Par exemple, les dyslexiques, dysgraphie, on peut se poser la question. Donc, la première interrogation dans la passation d'un test, c'est avant tout une interrogation, le plus souvent, par rapport à une difficulté. D'accord. Mais sinon, là, sur les pourcentages, on ne pourrait pas avoir de surprise, parce qu'on connaît bien le pourcentage. D'abord parce que quand on valide les tests, on les fait passer à des grands échantillons de la population. D'accord. D'autre part, parce qu'il y a aussi des études à grande échelle qui se font régulièrement dans différents pays. L'étude dont on parlait là dans le documentaire est pas très bien faite du point de vue de la mesure du QI, mais il y a des études d'aussi grande échelle, sur 70 000 enfants par exemple en Angleterre, dont on a tous les QI, donc on sait exactement, c'est des échantillons vraiment remarquables, très grands, et on sait exactement le pourcentage. Donc il ne peut pas y avoir de surprise de ce côté-là. Pour valider le test, pour savoir exactement comment est distribué le QI dans la population, on fait ça, on prend des grands échantillons qui sont même choisis pas complètement aléatoirement, on les choisit exprès pour qu'il y ait les bonnes proportions de garçons et de filles, de milieu urbain, rural, etc. Et justement, 130, alors je sais que parfois ça fait un petit peu débat, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que quelqu'un est surdoué à partir de 130, c'est ça. Donc en dessous, on peut pas être considéré surdoué, 127, 128, 129. Qu'est-ce qui a décidé ça concrètement? Justement, c'est là où le terme HQI me pose un souci, c'est qu'on va avoir des signes de précocité même en dessous de 130. D'accord. Donc, Non, mais là-dessus, la plupart des gens sont assez d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de fétichiser une ligne, ne serait-ce que pour des raisons épistémologiques évidentes. C'est du vivant, c'est complexe. Donc, il y a plein de paramètres qui peuvent brouiller le passage des tests. Du coup, un bon psychologue qui fait passer les tests les interprète surtout et ne se rend pas prisonnier de résultats à chiffrer. C'est exactement comme... Mais déjà, quand on fait passer quelque chose, un examen à des grenouilles, on en prend 500 parce qu'on sait très bien que chacune diverge un peu. Donc, sur une grenouille isolée, ça n'a aucun sens. Alors, comment sont-ils perçus dans le milieu professionnel? Une entreprise doit-elle s'adapter? Est-ce qu'un surdoué a besoin de plus d'attention dans le cadre de son travail? Et surtout, comment, pour vous, un surdoué se comporte-t-il dans la vie professionnelle? On est allé à votre rencontre, encore une fois, mais aussi à la rencontre d'entreprises qui ont décidé de soutenir les personnes surdouées et de leur donner toutes les armes pour s'épanouir. Il y a les enfants surdoués, mais bien sûr, qui deviennent des adultes. Dans la vie professionnelle, ça se passe comment pour eux, d'après vous? Ils ont beaucoup d'opportunités. Pour eux, ça ne doit pas être bien difficile de trouver. J'imagine qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur potentiel ou de créativité ou d'aller au-delà ou plus vite que les autres dans un carcan de l'entreprise trop rigide, en fait. La Finbox est un projet que nous avons lancé avec le groupe Swiss Life. En fait, son point de départ, c'est un programme qui s'appelle le HPDP, High Potential Development Programme. Ce programme a été lancé par les ressources humaines de Swiss Life France. L'ambition, c'était de détecter des hauts potentiels dans l'entreprise et de leur permettre d'exprimer complètement leurs compétences au bénéfice du groupe. La façon dont on recrute aujourd'hui, certaines personnes atypiques
sur qui, en plus, l'atypisme ne se voit pas, ne représente pas du tout la façon dont va se passer leur parcours professionnel dans cette entreprise-là. Et c'est sur cette idée-là qu'on a cofondé Ipipin, donc avec mon associé et d'autres personnes, pour arriver à bien comprendre, bien cerner non seulement la personnalité du candidat, ses aptitudes naturelles, ses talents naturels, parce que c'est là qu'elle va être la meilleure, et également les freins qu'elle peut avoir, le style de management à avoir avec elle, mais aussi la chose la plus importante qui est rarement discutée en entretien, c'est le sens qu'elle recherche dans son travail et le sens que le travail va pouvoir lui apporter dans sa vie. Le haut potentiel, souvent, est quelqu'un qui va challenger ses supérieurs et qui peut être difficile à gérer. Donc il faut, voilà, il est très important de mettre les hauts potentiels dans des équipes dont les managers sont réceptifs à ces profils et capables de les gérer. C'est des personnes qui ont un point de vue, un regard sur les choses qui est différent, souvent qui est original, qui rajoute une dimension en plus, qui permet de voir les choses sous un angle autre. Donc c'est très bien, qui parfois mettent le doigt sur des problèmes dont tout le monde était conscient mais personne ne parlait. Et ça c'est super. Et ça permet en fait d'aller plus vite sur certains sujets tout en donnant vraiment l'impression que ça provient de l'équipe. Et c'est le cas, ça provient de l'équipe. Effectivement, le surdoué, peut-être qu'il va être... Comme il est considéré comme marginal et comme il est considéré comme un être à part, un être qui est peut-être plus rare, il va forcément être plus en marge peut-être d'un groupe où il va moins facilement être socialement inséré peut-être. Au fond, il n'y a aucune frontière entre un atypique et un non atypique, ça n'existe pas, on est tous différents. Et d'ailleurs, j'en profite, notre slogan c'est « Je ne suis pas différent de toi, mais je suis différent comme toi ». Est-il nécessaire d'adapter le poste de travail aux personnes à haut potentiel? Ne serait-ce pas plutôt à elles de s'adapter? Gabriel Val. Je ne sais pas si on peut poser le problème en des termes aussi douloureux. Oui. Je ne sais pas si l'entreprise doit s'adapter aux surdoués. Elle doit surtout profiter du talent des surdoués. Et statistiquement, les surdoués ont une meilleure réussite professionnelle. Donc lorsque l'on évoque la possibilité que le surdon serait un obstacle à l'insertion dans la vie professionnelle, c'est plutôt le contraire. Les surdoués ont statistiquement les meilleurs postes dans les entreprises. Il y a quelques éléments un peu exceptionnels, comme par exemple, semble-t-il, il y a une étude suisse qui a montré, je crois, que le QI idéal pour un manager, c'est 120. Et qu'au-delà, on serait éventuellement un moins bon manager. Bon, c'est des études. Hein, oui, bien sûr, mais très globalement, vous savez, pour tous les paramètres professionnels et scolaires, puisque les deux sont quand même liés, le surdon est plutôt une chance. D'accord. Vous êtes du même avis, Nicolas? Ah bah complètement. On vient de faire une revue de la littérature scientifique sur la question pour voir les arguments pour et contre. Et tout va dans le sens indiqué par Gabriel, c'est-à-dire que voilà, ceux qui ont un QI supérieur, donc si je prends cette définition par le QI, oui. Ceux qui ont un QI supérieur réussissent mieux professionnellement. Alors quand on prend différents indices, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire leur salaire est en moyenne plus élevé, ils ont des postes plus élevés aussi, et ils sont plus performants dans leur travail, et ils sont plus satisfaits de leur travail. Alors là, il y a des choses un peu plus complexes sur la satisfaction au travail. C'est-à-dire qu'ils sont globalement plus satisfaits de leur travail, mais c'est en grande partie parce qu'ils ont aussi un travail qui, en général, est plus valorisé. Ouais. Et quand on regarde à travail égal, par contre, c'est moins le cas. D'accord. Mais bon, voilà, si on ne rentre pas dans ces détails-là, disons, globalement, c'est quand même une chance. Voilà. Simone, quels sont les dispositifs qui existent à l'heure actuelle en France pour les enfants intellectuellement précoces? Est-ce qu'il y a un suivi particulier peut-être aussi? Au sein de l'éducation, tout à fait. Au sein de l'éducation nationale, on a des textes pour l'instant qui sont supposés nous permettre de prendre en compte les particularités des enfants précoces, comme on les appelle dans l'éducation nationale. Néanmoins, sur le terrain, on n'a pas, toutes les académies n'ont pas de référent attitré sur le terrain. On a un référent académique qui est souvent aussi un inspecteur, donc double casquette, donc impossibilité de libérer du temps plus que ça, sauf pour les situations d'urgence. Si je prends l'exemple du 94, nous n'avons pas de référent sur le terrain pour prendre en charge les situations concrètes. Et c'est peut-être handicapant un petit peu? C'est complètement handicapant. Enfin, même un peu, ouais. C'est complètement handicapant parce que les souffrances sont directement sur le terrain. Donc en fait, il n'y a pas assez de dispositifs mis en place en France aujourd'hui pour aider les surdoués. De dispositifs, il n'y a pas spécialement besoin de dispositifs, tout dépend des particularités de chacun. On en a quelques-uns, on a des écoles expérimentales, on a des dispositifs expérimentaux aussi. Néanmoins, ça ne concerne que des toutes petites proportions.
Sur le terrain, nos enseignants sont confrontés à des enfants précoces qui ont besoin d'un regard différent. Et ça, on en a dans toutes les écoles, quasiment dans toutes les classes. Ce qui a été dit pointe, à mon sens aussi, la faiblesse de l'outil moyenne en statistique. D'accord. Si on affine la perspective. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le fait que considérer la douance comme un handicap, comme ça a été fait longtemps, sans aller plus loin, c'est une ineptie. Bien sûr que c'est une chance. Mais le fait que ces individus, en majorité, réussissent, et réussissent plutôt mieux, ne nous dit pas comment ils réussissent. Donc là, on parle bien dans le cadre de l'entreprise. Justement, non, mais entreprise, école. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le fait, ce sont assez souvent, même assez massivement, des individus qui prennent de plein fouet l'ineptie de l'institution dans laquelle ils s'inscrivent. Cela dit, l'apprendre de plein fouet, ça ne signifie pas nécessairement qu'on s'y inscrit de manière malheureuse et qu'on y échoue. Cette question de l'ennui, par exemple, des enfants précoces à l'école, elle est souvent très mal posée parce qu'on suppose qu'ils s'ennuient parce qu'ils auraient déjà compris. On oublie ce faisant qu'en fait, tous les gamins s'ennuient copieusement, 90% du temps à l'école, qu'ils soient précoces ou pas précoces. Et que donc, ce qui a été aperçu là, c'est pas tant que les précoces s'ennuieraient plus que les autres. Et là, je parle tout aussi bien de mon vécu que de ce que j'ai pu observer chez beaucoup de gens que j'ai reçus. C'est que eux le supportent beaucoup moins. D'accord. Cela dit, le supporter beaucoup moins, ça ne veut pas dire qu'on va se tomber dans l'échec scolaire. Oui. Pour ma part, j'ai, par exemple, si je parle strictement de mon histoire, je suis normalien agrégé. On pourrait dire, j'ai eu un parcours scolaire brillant. J'ai failli me faire virer de partout. J'ai fréquenté beaucoup de précoces avant d'en recevoir dans mon cabinet, qui connaissent intimement ce sentiment de décalage, mais le décalage, il n'est pas toujours vécu dans l'échec, très loin de là, et il peut être une chance, en effet. J'ajouterais que peut-être il y a effectivement peut-être une petite illusion d'optique à propos de l'ennui des précoces, pour une autre raison, c'est qu'ils ont plus de talent pour se plaindre. On peut le penser comme ça. Ce qui permet de rien remettre en cause. Alors oui aussi, alors on a une autre question, c'est est-ce qu'un surdoué est vraiment bon partout ou est-ce qu'il peut être excellent dans un domaine et pas dans d'autres? Parce qu'on a eu justement ce cliché, encore une fois, du micro-trottoir qu'on a eu tout à l'heure, où ils expliquaient qu'ils étaient bons partout, les surdoués. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai qu'un surdoué est bon dans tous les domaines? C'est un débat très ancien. Ça fait un siècle que les psychologues en particulier se chamaillent sur cette question pour savoir, la formulation, disons, savante, c'est est-ce que l'intelligence est une ou multiple? Oui. Donc, incontestablement, il y a des dons dans une direction et pas forcément dans une autre. Il y aura probablement des mathématiciens qui n'ont pas forcément le goût de l'écriture et de grands écrivains qui ne savent pas faire une addition. Mais très globalement, quand on est doué dans un domaine, on l'est plutôt dans tous. C'est une injustice de plus, mais c'est ainsi. Les tests de QI montrent une certaine homogénéité sur tous les paramètres explorés, même si, individuellement, il peut y avoir de grands contrastes. Et d'ailleurs, je reviens à la question que vous vous posiez tout à l'heure, le QI à 130. On peut très bien avoir un QI global qui soit à 120, mais avec un QI dans un domaine particulier qui soit à 140 ou 150. Si vous voulez, malheureusement, on ne peut répondre que statistiquement. Donc statistiquement, quand on est bon dans un domaine, on l'est dans tous. Mais il y a bien sûr des exceptions. Personnellement, lorsqu'on me demande une définition d'un enfant précoce ou d'un surdoué, j'ai tendance à donner celle d'un enfant qui aura un traitement de l'information plus important que pour les autres. Ouais. À partir de là, ce traitement de l'information va s'exprimer sur n'importe quel domaine. Ouais. Voilà. Plus de facilité sur certains que sur d'autres. Tout dépend aussi du temps d'entraînement ou de l'éducation qu'il y a autour du contexte, mais comme pour tout le monde. D'accord, ok, très bien. Et Nicolas, alors, un enfant surdoué, il est bon partout, il est bon dans un domaine, ou ça varie? Statistiquement, oui, mais c'est toujours pareil. Au niveau de la population, c'est comme ça. Et au niveau individuel, il y a parfois de grosses différences. D'accord. Okay. Et il y a encore plus injuste. Ils sont même plus doués pour la santé physique, la santé psychique, la longévité. C'est vrai? Ah oui, oui, quand on est surdoué, vraiment, on vit plus, un surdoué en principe, on devrait s'en réjouir. Et comment ça se fait? Parce que, je veux dire, dans la tête et dans le corps, c'est deux choses différentes. Par exemple, lorsqu'on est surdoué, on a plus de capacité à savoir quels sont les paramètres qui influencent la bonne santé, on a plus d'argent, on a un meilleur métier, on vit mieux, etc. etc. Donc, si vous voulez, on a un faisceau vertueux qui va du surdon à tous les autres paramètres. Comme je le disais tout à l'heure, les facilités vont s'exprimer dans divers domaines, également dans le domaine corporel. D'accord.
C'est juste que certains vont l'investir plus que d'autres. Quand on regarde les résultats scolaires en fonction du QI, on trouve là encore que tout est lié, mais plus ou moins. Et donc le sport, c'est moins lié que les mathématiques, par exemple, qui arrivent en premier. Donc si on devait estimer le QI à partir des résultats scolaires, disons, le meilleur estimateur, c'est la note en mathématiques. Mais en fait, n'importe quelle note convient. Enfin, les surdoués ont sûrement aussi des difficultés. Oui. Enfin, oui. Ce serait assez logique, je pense. Comme on disait, ce ne sont pas des surhommes, on le disait tout à l'heure. Ça dans vaccine l'émission. pas, ça vaccine pas. Ils ont les difficultés de tous les autres. Donc ils peuvent par exemple être tourmentés, être anxieux, être déprimés. Mais ils ne le sont pas plus que les autres et ils le sont plutôt moins. D'accord. Par exemple, il y a une étude extraordinaire qui a été faite sur 2 millions de personnes dans un pays scandinave. Je crois que c'est en Suède. Oui. On a distingué l'intelligence en 9 groupes. Donc le groupe le plus faible, donc qui se rapprocherait de ce qu'on appelait tout à l'heure la déficience intellectuelle, et le groupe le plus fort, qui se rapprocherait plutôt de ce que nous appelons le surdon, eh bien, l'écart d'hospitalisation en psychiatrie est pour la majorité des troubles de 1 à 10. Donc quand on est surdoué, on a 10 fois moins de risque d'être hospitalisé en psychiatrie que lorsqu'on ne l'est pas. D'accord. Voilà, c'est ce genre de chiffre, si vous voulez, qui est tout à fait impressionnant. Mais bien sûr, on peut être surdoué et déprimé. Bien sûr, on peut être surdoué et avoir toutes les fragilités de l'existence. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des fragilités spécifiques? C'est un petit peu le sens de votre question, je pense. C'était surtout ça, oui, de base. Pour les enfants, il y a peut-être des fragilités spécifiques. Peut-être. Par exemple, un enfant surdoué, il va se retrouver dans un milieu d'enfants qui n'est pas forcément en correspondance avec lui. Donc, il va se sentir en décalage. Par exemple, un décalage de centre d'intérêt. Pendant qu'il va s'inspirer de l'astrophysique, il va être obligé d'avoir un copain qui s'intéresse au foot ou au Pokémon, etc., etc. Voilà. Ça, c'est ce genre de plainte que nous avons. Donc, ils sont vraiment en décalage, en quelque sorte. Voilà. Avec, Il peut y avoir incontestablement un ennui scolaire, parce qu'il y a des enfants spécifiques. Donc, bien sûr, l'ennui scolaire, ça, je suis tout à fait d'accord avec notre intervenant de tout à l'heure qui disait que l'ennui scolaire est la chose la mieux partagée du monde. Enfin, c'est à peu près ce qu'il disait. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir un ennui spécifique. C'est-à-dire que quand on lit Victor Hugo à la maison et puis qu'à l'école, on est encore à ânonner le b.a.-ba, forcément, ça ne passe pas, etc., etc. Peut-être aussi l'ouverture à des questions métaphysiques qui sont peut-être en avance sur la capacité de résistance affective. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des dyssynchronies entre certains domaines qui sont en avance et d'autres qui ne le sont pas, parce que la vie affective des enfants, elle suit globalement les années indépendamment du talent intellectuel. C'est-à-dire que vous découvrez à 5 ans que la mort existe, que la maladie existe, que les guerres existent, que les humains ne sont pas aussi tendres que les parents veulent bien le faire croire. Et évidemment, ça fait plus souffrir quand on a 5 ans que quand on a 10 ans. Alors, toujours en restant dans le côté un peu éducatif, Nicolas, à l'étranger, on trouve parfois des programmes spécifiques, les regroupements par niveau, par exemple, l'accélération, l'enrichissement. Que sont ces différentes méthodes utilisées dans le monde et est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, les différentes oui, d'un pays à l'autre, il y a plus ou moins d'opportunités pour les enfants précoces. Pas forcément en France. En France, si, on peut faire des choses de temps en temps, mais c'est limité au saut de classe. Et alors, surtout, ça repose beaucoup sur la bonne volonté des enseignants. Donc, d'un établissement à l'autre, ça change complètement. Il y a des pays où on fait des choses un peu plus de grande envergure, comme on cite souvent Israël et les États-Unis, par exemple. Et parmi les méthodes, disons, qui sont les aménagements pédagogiques. Parce que oui, on parle d'aménagement pédagogique parce que même si mon message général, c'est qu'ils vont plutôt bien, c'est quand même des enfants à besoins spécifiques. C'est-à-dire que l'école ordinaire n'est pas bien adaptée pour eux, néanmoins, même s'ils arrivent à s'en tirer dedans. Et donc, parmi les différents aménagements, celui qui a été sans doute le plus étudié, c'est l'accélération. Ça revient simplement à faire le même programme, mais par exemple, le programme de 3 ans, on va le faire en 2 ans. Ça, en France, on peut des fois le faire dans certains établissements quand il y a des doubles niveaux. Vous avez une classe qui fait CM1, CM2. Oui, CM1, CM2. Et bon, on arrive à faire 2 ans en 1 à certains élèves. Et ça a été étudié en long, en large, en travers. Et il y a un gros rapport qui est paru il y a à peu près 10 ans aux États-Unis, qui se plaignait d'ailleurs qu'aux États-Unis, ils n'en faisaient pas assez, sur toutes les techniques d'accélération, parce qu'il y a plusieurs méthodes, dont le saut de classe, ils classent ça dans les accélérations. Et le résultat, disons,
en une phrase, c'est que c'est plutôt efficace. Voilà. D'accord. Beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Enfin, quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup de travail à faire en France là-dessus. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce premier numéro de Hors Normes. La semaine prochaine, nous irons à la découverte de l'intersexualité. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'être intersexe? Comment vivre avec cette identité souvent incomprise? Ce sera vendredi à partir de 16h dans Hors Normes.